Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Bon, il est 8h30 du mat à Dubaï, je pense qu'il est tôt chez vous et je n'ai pas de bonnes nouvelles malheureusement. Donc on a effectivement cette grosse news selon laquelle Poutine aurait lancé une opération militaire en Ukraine. Donc on est véritablement dans la phase je dirais d'aggravation du conflit et c'est honnêtement pas ce que l'on souhaitait, mais voilà, c'est comme ça, c'est un fait. Et il faut clairement l'accepter. Donc on voit effectivement toutes les cryptos qui s'effondrent, le Bitcoin, voilà, qui a des niveaux très faibles. On se rapproche du niveau des 30 000, l'Ethereum, Cardano, etc. Tout baisse. Mais d'un autre côté, vous avez l'or qui flambe, et c'est quelque chose effectivement dont je vous avais parlé pendant pas mal de temps. L'argent, mais surtout le pétrole. Et je vais y arriver après sur le pétrole parce que ça, c'est fondamental. Le pétrole, notamment le Brent, a dépassé pour la première fois le niveau des... Vous voyez ici, donc Brent oil hits $100 a barrel for the first time pour la première fois depuis 2014. Donc c'est quelque chose de très grave et ça a grimpé de quasiment 3,33%. Vous voyez ici 3 après effectivement le fait que Poutine ait déclaré le lancement d'une opération spéciale en Ukraine, autrement dit une opération militaire. Et voilà, c'est quand même assez dramatique. On parle effectivement de missiles. Alors bien sûr, voilà, moi je n'ai pas toutes les infos, mais on parle en Ukraine de missiles qui ont été lancés. On parle même d'explosions pas loin de Kiev. Voilà, explosions were heard in Kiev. Et bien évidemment, tout le monde va condamner les attaques, etc., etc., etc. Bon, personne n'est content. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Clairement, Poutine, il a franchi le pas. C'est-à-dire, au départ, on pensait que c'était un bluff, c'était un poker menteur, qu'il voulait obtenir des avantages, etc., etc., etc. Et ce n'est pas le cas. Et encore une fois, moi je le dis parce que je suis pas très content de cette situation, au sens où clairement on n'en avait pas besoin. On n'en avait pas besoin. L'économie n'avait pas besoin de ça. Parce que là, quand vous voyez effectivement un pétrole qui flambe, qui atteint les $100, et ça va continuer, ça va être très grave. Maintenant, c'est vraiment la grosse question qui se pose. Et ensuite, à la fin, je vais analyser les marchés pour vous. Ici, je reviens rapidement sur les sanctions. D'accord ? À l'égard de la Russie. Et quelles seraient les conséquences? Quels sont les partenaires de la Russie? Parce que ça, c'est très important. Ici, regardez, c'est très simple. Donc, bien évidemment, les États-Unis vont taper, ils vont essayer d'interdire tout ce qui est SWIFT et compagnie. Les gros partenaires de la Russie, c'est tout d'abord la Chine. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais la Chine n'est pas... » Non, la Chine est très importante. C'est le premier partenaire de la Russie et de loin avec 112 milliards de dollars. Le deuxième partenaire, c'est l'Allemagne. Le troisième partenaire, c'est les États-Unis. C'est pas grand-chose pour les États-Unis. Encore une fois, il faut pas oublier que les États-Unis, c'est une économie qui est immense. Ensuite, Bélarus, la Grande-Bretagne, la Turquie, etc. Bon, la France, elle est quasiment en dernière position dans les donc ça va pas impacter, mais les pays que ça va impacter, c'est l'Allemagne et la Chine. Donc, premier impacté. Deuxièmement, et ça c'est, encore une fois, il faut bien comprendre la chose. Clairement, la Chine a un intérêt avec la Russie, d'accord? Elle a un intérêt géopolitique, elle a un intérêt parce que les États-Unis lui tapent dessus, elle a un intérêt parce qu'elle veut s'imposer comme première puissance. Donc, il y a une relation qui est évidente entre la Chine et la Russie. Maintenant, est-ce que la Chine va garder cette relation avec la Russie ou est-ce que la Chine va lâcher la Russie? Et on a de plus en plus de gens qui disent que la Chine va lâcher la Russie. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons à cela. Première raison, bien évidemment, c'est le pétrole. N'oubliez pas les amis, la Chine importe du pétrole. Or, ce qu'a fait Poutine, et tout le monde, et moi j'en avais parlé sur ma chaîne YouTube, ça va provoquer une continuation de la hausse du pétrole. On est à $100, c'est les plus hauts niveaux depuis 2014. Or, si on veut que l'économie se reprenne, il faut que le pétrole soit faible.
Or, Poutine, là, il joue contre les intérêts de la Chine. Premièrement. Deuxièmement, ici, en fait, Poutine, il a mené une opération militaire. Toute la communauté internationale est aujourd'hui contre Poutine. D'accord? Voilà. Et la Chine, ok, elle a un partenaire économique qui est important, qui est la Russie. Super. Mais son plus gros partenaire reste les États-Unis. Et donc, la Chine va à un certain moment se dire, eh oh, Poutine, ok, t'es sympa, voilà, mais là, tu vas contre nos intérêts. Et c'est encore une fois, c'est vraiment, il faut bien comprendre, voilà, les relations politiques, la géopolitique, mais il faut aller au-delà. Il y a l'économie, les amis, l'économie. Il y a quelqu'un qui à un certain moment avait posé la question à Clinton et qui lui avait dit, voilà, c'est quoi le gros de ta politique, etc. Et il lui avait dit, it's the economy stupid. C'est le plus important, d'accord, pour que, par exemple, un président se fasse réélire, pour qu'un homme politique soit, comment dirais-je, populaire, il faut que l'économie tourne bien. Quand par exemple Trump il est arrivé, c'est vrai que le taux de chômage était faible, c'est vrai que, et donc en fait quand l'économie va bien, tout va bien. D'accord? Tout le monde, on va pas te critiquer, mais quand l'économie va mal, c'est là où tout se retourne. Par exemple, voilà, il y a ensuite à un certain moment, voilà, il y a des tensions, il y a des mouvements sociaux, il y a plein de choses, et tout ça, ça s'explique par l'économie. Et donc, si Poutine continue, et malheureusement, c'est bon, il est dedans là maintenant, ça va être très difficile pour lui de revenir en arrière. Eh bien, la Chine, elle risque à un certain moment de se dire, et c'est même pas elle risque, elle va probablement dire, non, on se désolidarise de la Russie. On n'est pas OK, parce que derrière, il y a une affaire de gros sous, de dollars. Il y a une affaire de dollars là. C'est-à-dire que Poutine est en train de mettre en danger l'économie chinoise. Parce que le pétrole, ça va les affecter. L'inflation, c'est un phénomène mondial qui touche également la Russie. Et la Chine, pardon, qui touche également la Chine. Et donc, rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo sur la Chine où je disais, le président chinois qui disait, voilà, il faut se concerter sur l'inflation, sur la hausse des taux d'intérêt, parce que si on augmente tous nos taux d'intérêt, ça va ralentir la croissance et ça va peser sur l'économie mondiale. Or là, Poutine, en menant ce combat, d'accord, qu'il aurait pu éviter, encore une fois, je pense qu'il aurait pu l'éviter. Maintenant, encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de pro-Poutine dans les commentaires, voilà, mais moi, je pense qu'effectivement, il y a toujours des solutions. Et que c'est vraiment la dernière des extrémités d'attaquer un autre pays. Et surtout les conséquences que ça aura pour l'économie mondiale. Donc c'est vraiment dommage qu'on soit arrivé à ces extrémités. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, parce que justement, voilà, c'est pas top. Et ici, voilà, c'est clair. Un pétrole à $100 provoque un choc inflationniste sans précédent pour l'économie mondiale. Vous voyez, encore une fois, c'est là où, rappelez-vous, pour Erdogan, et j'ai parlé de l'inflation à 50%, et beaucoup de gens m'ont critiqué sur ça, mais peu importe, ils pensaient que j'étais anti-Erdogan ou anti-turc. Non, ce qui est loin d'être le cas. C'est pas ça. Je raisonne froidement, d'accord, et rationnellement. Et là, en l'occurrence, quand je parlais de la Turquie, je disais, si Erdogan n'augmente pas les taux d'intérêt, l'inflation va augmenter. Alors, on m'a traité de tous les noms. L'inflation est à 20%. Aujourd'hui, l'inflation est à 50%. Donc, est-ce que j'ai eu tort? Non. J'ai eu raison. Je suis pas le meilleur économiste au monde. Je suis pas un prix Nobel. Je suis pas tout ce que vous voulez, mais c'était juste basique. D'accord? N'importe quel économiste va vous dire, normalement, va tenir le même raisonnement. D'accord? Tu n'augmentes pas les taux d'intérêt. Tu es dans une situation où effectivement l'inflation est importante et tu diminues effectivement la valeur de ta monnaie. Clairement, ça va provoquer effectivement une hausse de l'inflation. Donc ici, on a cette situation où l'inflation va grimper parce que le pétrole grimpe. Donc ça, c'est la première chose. Et malheureusement, effectivement, tous les pays sont inflationnistes. Regardez ici, tous les pays, les 20 puissances économiques sont confrontés
à de l'inflation et ça s'explique effectivement par les prix de l'énergie. D'accord? Ici, on voit là, même la Russie, la Chine, Afrique du Sud, etc., les États-Unis, Canada, l'Europe. Tous les pays aujourd'hui sont concernés par la hausse des prix de l'énergie. Le FMI qui prévoit un ralentissement de la croissance, et ça s'explique également par le risque de hausse des taux d'intérêt, mais également par l'inflation qui crée une énorme incertitude, parce que quand vous avez de l'inflation, beaucoup d'entrepreneurs ne vont pas investir, on va avoir des situations d'attentisme, et puis bien évidemment, on va avoir une situation de trouble et d'incertitude, et tout ça, ça va empêcher les gens d'aller de l'avant ou de faire des choses. Et donc, vous voyez ici le FMI qui prévoit effectivement une inflation de 3,9% pour les économies avancées, de 5,9% pour les pays émergents. La Chine, qui est en grave difficulté parce que l'inflation n'est pas bonne pour la Chine. On a déjà eu les problèmes de chaîne d'approvisionnement. On a déjà effectivement, la Chine avec des problèmes d'électricité. On a les prix de l'énergie qui flambent. Donc, pour la Chine, c'est quelque chose effectivement de très très mauvais. Et si l'inflation augmente, on va avoir une hausse des taux d'intérêt, un ralentissement de la croissance économique mondiale, une baisse encore plus forte des bourses internationales. Et vous voyez que toutes les banques centrales au monde, la Banque centrale d'Angleterre qui dit on va augmenter les taux d'intérêt, Lagarde, la BCE qui dit on va examiner parce que vous avez vu qu'il y avait des problèmes de dette en Italie. Donc, augmenter les taux d'intérêt, ça va créer une pression sur les États. Mais si on n'a pas le choix, si à un certain moment il faut augmenter les taux d'intérêt, eh bien on va augmenter les taux d'intérêt. Le problème, encore une fois, c'est que la dette mondiale est à des niveaux records. La Banque centrale indienne, idem, parle du risque de la hausse des prix du pétrole. Et bien évidemment, les grands gagnants de ça, c'est l'Arabie Saoudite. Alors bien évidemment, il y a la Russie. Mais et là, je vais avancer sur un plan. Je pense que il va y avoir probablement une ouverture des relations avec l'Iran rapidement. Pourquoi? Parce que les États-Unis vont se dire, OK, on veut plus de pétrole, etc. Et donc, je pense qu'ils vont accélérer. On verra, peut-être que je me trompe, mais je pense que effectivement, ça va accélérer pas mal de choses, notamment les relations avec l'Iran, qui est quand même un gros pays producteur de pétrole. On verra. Les pays qui vont gagner, l'Arabie Saoudite, les Émirats, et les gros pays perdants, la Corée, l'Inde, le Japon, les pays importateurs de pétrole, ce sont les gros perdants avec la hausse des prix du pétrole. Et le problème, il est là, c'est que si on a un choc pétrolier, c'est-à-dire que si le pétrole il monte à 120, 130, 140, ça va provoquer une forte hausse de l'inflation. Ça veut dire que les banques centrales des principales puissances économiques vont se dire, OK, là, il y a un énorme danger, on va devoir augmenter les taux d'intérêt. Qu'on augmente les taux d'intérêt, automatiquement, ça entraîne une baisse de la consommation, une baisse de l'investissement, un attentisme, et ça va provoquer également une perte de richesse. D'accord? Et je vais justement revenir sur les principaux marchés internationaux. On va commencer par le rouble, le rouble russe, qui s'effondre et qui baisse à ses plus bas niveaux depuis 2016. D'accord? Pourquoi? Parce que bien évidemment, vous avez la raison. Le pétrole qui dépasse le niveau des $100. D'accord? C'est historique et ce sont des niveaux qu'on avait tapés ici en 2014. Vous voyez, c'était ça, 2014. Donc, on a cassé le niveau symbolique des $100. Le prochain niveau se situe à $118. Et puis, on a, grosso modo, $126. Donc, vous imaginez. Et puis, bien évidemment, il y avait la plus grande résistance, les plus hauts niveaux historiques du pétrole, c'était à $148. Alors, bien évidemment, on peut avoir une hausse et un effondrement comme on avait eu là. Mais le mal sera fait. C'est-à-dire que là, surtout avec ce qui se passe en Russie, eh bien, les choses vont s'accélérer. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on va revenir rapidement sur le Bitcoin. Donc, je vais faire une autre vidéo sur le sujet, mais clairement, le Bitcoin, il est en danger, il est en zone de danger. Il vaut 35 000 à l'heure où je tourne la vidéo. Le gros niveau, pour moi, il se situe à 29 000. Et clairement, si
on casse ce niveau, on rentre dans un hiver des cryptos. D'accord? On rentre dans un marché très vendeur. Voilà. Maintenant, encore une fois, bien sûr, on peut jouer avec ce niveau, c'est-à-dire on peut très bien le casser légèrement et remonter, d'accord? Mais si ça casse et ça se maintient en dessous, pour moi, on est véritablement dans un marché vendeur. Enfin, je reviens sur le Nasdaq. Regardez, il nous fait du moins 22% de baisse. C'est bon, on est en marché baissier sur le Nasdaq, d'accord? Et on va voir les grosses boîtes, type Tesla par exemple. Alors, excusez-moi, Tesla. Et vous voyez Tesla, ça y est, ça commence à baisser. Et c'est intéressant. Rappelez-vous, hein, ici, dans ma vidéo, le live que j'avais donné en septembre, où on me posait la question sur Tesla, je disais, voilà, c'est dangereux d'être vendeur. Et effectivement, Tesla est monté de ce niveau à voilà, un niveau de 1242 et après, voilà, l'équivalent de 70%. Puis là, on se retourne et pour la première fois, on est sous les moyennes mobiles. Pour la première fois depuis 2019. 2019, ça valait 74, ça a baissé à 35, ça avait perdu 50%. Pour la première fois, vous voyez ici, ça c'était même durant le Covid, on n'avait pas été sous la moyenne mobile. Et regardez également le Bitcoin, je vous invite à étudier ça. Donc c'est la moyenne mobile 50 périodes en weekly, ça veut dire 200 périodes. Donc pour la première fois depuis 2019, on évolue sous la moyenne mobile. Et les indicateurs sont également en mode attention, attention, attention. Alors bien sûr, voilà, on est là, on joue, mais on vient de casser cette zone de neutralité. Vous voyez par là? Donc ça, pour moi, c'est vraiment un niveau fondamental, c'est ça. Et si ça se maintient sous ce niveau, on rentre dans une spirale négative. Alors bien sûr, il peut nous faire ça, il peut rebondir, mais si ça se maintient sous ce niveau, ça veut dire que la tendance est clairement baissière. Et c'est le danger dont je vous parlais depuis le mois de décembre. Alors bien sûr, il y a toujours des gens qui vont m'expliquer que ouais, Tammy, t'es vendeur depuis 10 ans, ce qui est une énorme connerie. D'accord? Et je vous invite à revoir mon live du mois de septembre 2021. Et si vous êtes un minimum honnête, vous allez voir ce que je disais. Je disais, je suis haussier. Je disais, c'est surréaliste, c'est tout ce que vous voulez, mais je suis haussier. Donc en septembre 2021, j'étais haussier. Pourquoi je suis passé vendeur ou du moins très très prudent au mois de décembre? Et pour info, j'ai tout sorti mes positions au mois début janvier. Voilà. Et pourquoi? Parce que je sentais que premièrement, on avait eu un énorme excès. Deuxièmement, j'ai vu la volatilité du pétrole. D'accord, le pétrole commençait à devenir de plus en plus excité, et donc ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille. Et troisièmement, on commençait à sentir, et je vais revenir dessus, que le marché commençait à s'épuiser. D'accord, regardez ici, on est sur les plus hauts, mais on commençait à s'épuiser, on commençait à avoir des divergences. Et regardez là, ce gros niveau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer tout ça. On va mettre ça et ça va être plus sympa. Voilà. Regardez-moi ça. Ce gros niveau, on l'a cassé. D'accord? Et donc, quand on a cassé ce niveau, pour moi, alors ce niveau, on a dû le casser par là. OK? Là, on rentrait dans une spirale infernale. Et ça, c'est début janvier qu'on l'a fait. Donc, pas avant. Mais là, je commençais déjà à me poser des questions. Et je vous avais également parlé des cryptos. Et je vous disais, si le Bitcoin ne repasse pas au-dessus des 69 000 $ rapidement, c'est correctif. Encore une fois, tout ça, c'est dans mes vidéos. Donc, pour moi, le marché était clairement haussier auparavant. Il fallait pas le vendre. Il fallait pas le vendre. Ici, il fallait certainement pas le vendre. Là, pour la première fois, on passe sous les moyennes mobiles. Les indicateurs techniques redeviennent vendeurs. La dernière fois, c'était le Covid, ici. D'accord? Et puis avant, on a eu 2019. Donc voilà, c'était les deux dernières fois. Il y a JP Morgan qui nous explique que le marché il est toujours haussier, que c'est toujours super. Il y a également des gens qui disent, voilà, c'est juste une correction sur les cryptos, super. Pour moi, encore une fois, je suis quelqu'un qui veut voir les preuves. C'est-à-dire que quand, par exemple, on me dit, voilà, le marché, je veux au moins qu'on ait une reprise au-dessus des moyennes mobiles. D'accord? Tant qu'on n'est pas au-dessus des moyennes mobiles, pour moi, ça reste
un territoire de danger. D'accord? Donc, ça s'adresse au pétrole, ça s'adresse aux indices et on le voit effectivement également avec le S&P 500. Je retire tout. Et vous voyez, le S&P 500, on est également sous la moyenne mobile. Regardez l'indicateur, on a également cassé des gros niveaux. Donc là, on rentre véritablement dans une zone de danger. Donc, on a le côté fondamental qui est négatif, d'accord? Avec hausse des taux d'intérêt, inflation, incertitude, comment ça va se passer? Parce que là, encore une fois, j'espère que ça va rester un conflit sous contrôle, même si ça reste effectivement quelque chose c'est vraiment la dernière extrémité. Mais j'espère que ça ne va pas s'embraser et devenir pire, d'accord? Je l'espère de tout cœur. Maintenant. Et encore une fois, là, ça n'a rien à voir avec les marchés, etc. C'est un côté perso, ça. Là, on parle de marché, argent, tout ça, c'est très bien. Mais au-delà de ça, il y a les vies humaines, il y a également l'incertitude, il y a également l'économie mondiale, il y a les conséquences d'une hausse des taux d'intérêt, d'un ralentissement de l'économie, etc. Ça peut avoir des conséquences extrêmement négatives pour l'économie. Sur un plan humain, déjà, on peut avoir des gens qui vont périr à cause du conflit armé. Mais on a également des conséquences humaines économiques, c'est-à-dire si l'inflation flambe, si les taux d'intérêt augmentent, si l'économie ralentit, ça veut dire que on aura réellement des conséquences dramatiques. Donc là, il y a ce côté fondamental qui est négatif. Et on a le côté technique qui est négatif, d'accord? Et donc moi, vraiment la solution, c'est d'être méga super prudent, les amis. Quand en décembre, j'ai lancé le programme sur les options, c'est que je savais qu'on allait rentrer dans une ère folle. D'accord? Je l'ai pas fait par hasard ou j'ai senti, mon intuition me disait, on va vivre quelque chose d'incroyable en 2022. Je ne m'attendais pas à Poutine, hein. Je savais même pas que on allait avoir ça. D'accord? Donc, quand j'ai fait le truc, rappelez-vous, en décembre, c'était cool, quoi. Tout le monde disait, bon, ok, mais il n'y avait pas cette peur qu'on a aujourd'hui. Et donc, pour moi, j'ai créé ce cours parce que je savais, et ce bootcamp, parce que je savais que, premièrement, on allait avoir des périodes de volatilité, parce que n'oubliez pas, on a eu une hausse, et je reviens dessus, on a eu une hausse incroyable des marchés. Ici, vous voyez le S&P depuis les plus bas, 220, de 479, il a gagné 117%. Mais quand vous prenez le Nasdaq, d'accord, on a une variation encore plus folle. Le Nasdaq qui a gagné 146%. Et ensuite, vous prenez des actions comme Tesla, depuis les plus bas, c'est juste ridicule. Hein, plus bas ici, ça a pris 1650%. Donc c'est ridicule parce que Tesla, j'ai rien contre Elon Musk. Je considère que c'est un génie, que c'est quelqu'un de ouf. Mais je considère que c'est une boîte qui gagne pas énormément d'argent. C'est une boîte qui a fait vraiment la une. Et c'est une boîte qui est montée parce que derrière, on a Elon Musk. D'accord? Alors, bien sûr, il y a de la technologie, mais les chiffres ne suivent pas. Les chiffres ne suivent pas cette hausse. D'accord? C'est une action qui vaut, je sais pas combien ses bénéfices. Donc, clairement, il y avait un mouvement de fou. Mais tu peux pas aller contre ce mouvement de fou. C'est-à-dire, si tout le monde achète, il faut acheter. C'est con, mais c'est comme ça. Tu peux pas aller contre la tendance. Quand Burry ici, et moi je l'ai dit, ici, Burry nous disait, je suis vendeur sur Tesla, etc., le big short, blablabla, blablabla. Moi je disais, c'est trop tôt. Regardez. Pourquoi? Parce qu'on était encore acheteurs. Les indicateurs étaient encore acheteurs en ce qui me concerne. D'accord? Donc, j'ai dit, c'est trop tôt et c'est une connerie. C'est dans ma vidéo de septembre. Donc, pour moi, c'était clair. Même si Tesla, sur un plan fondamental, c'est du délire, sur un plan technique, l'action était encore acheteuse. Et là, on a pour la première fois
casser un niveau charnière. Alors bien sûr, attention, ne vous excitez pas, voilà. Et si jamais ça repart à la hausse, c'est votre responsabilité. Voilà, juste pour info, hein, parce que j'ai toujours un gars qui va sortir un truc, une phrase de son contexte et qui va non. Et puis je ne donne aucun conseil et c'est mon avis. Il y a plein d'avis sur le net. Prenez l'avis qui vous intéresse. Mais encore une fois, il y a cette phrase que j'adore. Il y a personne qui va s'intéresser à votre argent plus que vous. Personne ne va s'intéresser. C'est ton argent. C'est toi qui dois t'intéresser à ton argent. Moi, je suis un formateur, je suis un investisseur, je suis quelqu'un qui a une expérience. D'accord? Je vous donne et je vous livre mon expérience. Mais c'est votre argent. Maintenant, pourquoi j'ai créé ce cours sur les options? Parce qu'en fait, la raison est très simple. Je savais qu'on allait vivre une volatilité folle. Et dans un marché où la volatilité est folle, en fait, on a deux risques. On a le premier risque qui est l'inflation, c'est-à-dire que si tu ne fais rien, ton fric, l'inflation va le bouffer. Exemple, c'est la Turquie avec une inflation à 50% aujourd'hui. La valeur de ton argent perd. Et là, je pense pas qu'on va avoir des niveaux à la turque, mais on peut avoir une inflation à 10-15%. C'est-à-dire que chaque année, ton argent va perdre 15% de sa valeur. D'accord? Donc, on va rentrer dans ce stade. Et le deuxième danger, c'est comme les marchés ont fortement explosé à la hausse, le risque de crack et le risque de volatilité. Donc, tout ce que je vous dis, c'est cohérent. C'est pas, et donc, à partir de là, comment naviguer dans cet environnement chaotique, dans cet environnement de, tempête? Comment se protéger? Et c'est là où les options deviennent un outil extrêmement puissant parce que les options, tu définis dès le départ ton risque. Et encore une fois, il y a des gens, ils vont dire oui, mais c'est pas pour les amateurs. Non, c'est pas pour les amateurs, clairement. Mais si tu as un capital de 100 000, 300 000, 1 million, ça mérite de s'y intéresser. Moi, grosso modo, ça va devenir le gros de... Pourquoi? Parce que dès le départ, tu peux dire, par exemple, mon risque sur un mois, je ne veux pas qu'on dépasse 1% ou je veux pas qu'on dépasse 2%. C'est possible. Tu peux capitaliser sur des situations haussières, baissières, un marché qui fait du surplace. Tu peux capitaliser dessus. Maintenant, beaucoup de particuliers se mangent parce qu'ils maîtrisent pas cet outil. Mais cet outil, si vous le maîtrisez bien, c'est le complément idéal des stratégies d'investissement passives. Et les stratégies également type Booster Plus, etc., dont je parle dans le cours Bourse Mastery, qui est une méthode extrêmement solide pour naviguer dans ce type d'environnement. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, je vous invite à aller sur tami.net/OMI, d'accord? C'est mon dernier bootcamp, c'est une tuerie. Et dans cet environnement, je pense que on va avoir réellement beaucoup de gens qui vont perdre énormément d'argent. Parce que ce n'est que le début. Hein. Regardez pour moi un truc comme Tesla, on n'a encore rien vu les amis. Hein. Tesla, c'est rien ce qui s'est passé. C'est-à-dire le truc il peut s'effondrer. Hein. Et vous avez, encore une fois, je j'ai pas envie de vous faire peur ni quoi que ce soit. Mais rappelez-vous, je vous ai dit, le Nasdaq, d'accord? Regardez, là on est sous les moyennes mobiles. Et regardez là, le niveau, quand il va ouvrir, on va ouvrir en dessous. D'accord? On va ouvrir en dessous. On va être en marché baissier. Donc ça, c'est l'ETF sur le Nasdaq. Je vous avais dit, ce qui tient le Nasdaq, c'est les grosses valeurs. C'est Apple. Apple, ça tient encore bien. On est d'accord? On n'est pas encore rentré dans un marché baissier sur Apple. On n'est pas dans un marché baissier. Regardez, on est au-dessus des moyennes mobiles. Tout est top. Mais les indicateurs commencent à puer. Et donc, si ça casse, si on est sous les moyennes mobiles, et regardez, ça c'est le Covid. On n'a pas eu de grosses corrections. Si ça rentre, on se retrouve dans un, comment dirais-je, un marché baissier. Je reviens sur Amazon. Là, je vais analyser pour vous les grosses boîtes. Amazon, on est déjà sous les moyennes mobiles. Facebook, je pense, ou Meta, vous le savez, voilà, c'est juste une boucherie. Ensuite, des boîtes comme Netflix. Regardez, c'est une boucherie. Netflix, pour info, était valorisé 697, là c'est 365. Ça a perdu 50% depuis septembre 2021.
D'accord? Microsoft. Ici, on commence à rentrer en territoire négatif. Donc, on n'est qu'au début. J'espère me tromper magistralement et je serai super content parce que si je me trompe, ça veut dire que tout est rentré dans l'ordre, qu'on a géré l'inflation, que l'économie se comporte bien, etc. Et pour moi, en fait, c'est pas sorcier. Il va falloir, d'accord, pour moi, il va falloir repasser au-dessus. D'accord, il faut juste que ce soit un excès et qu'on repasse au-dessus des moyennes mobiles. Mais ici, regardez, sur Microsoft, là, c'était la dernière fois qu'on avait eu ça. Et là, pour la première fois, on passe sous les moyennes mobiles et on rentre en territoire négatif. Je vous avais parlé d'une valeur comme Zoom, d'accord? Et Zoom, regardez, ça continue. On va regarder Coinbase. C'est baissier. On va parler de MicroStrategy. Rappelez-vous ce que je vous avais dit sur MicroStrategy, etc. On a eu un rebond, hein? Et le rebond, on n'a jamais cassé ce niveau, ça repart à la baisse. Et il y a également une valeur comme Robinhood. Alors, beaucoup de gens m'ont dit, ouais, t'as mis, eh ben, regardez, Robinhood, ça continue à la baisse. Donc, on est clairement aujourd'hui dans un marché baissier. Qu'est-ce qu'il nous faut? Et pour véritablement rentrer dans une spirale infernale, je pense que vous l'avez compris. Vous avez Apple, d'accord? Qui va devoir se retourner, hein? Parce que c'est la plus grosse capitalisation boursière au monde. Donc, si Apple se retourne, c'est bon. Et ça, c'est quelque chose, c'est mon raisonnement depuis plusieurs mois. Hein. Deuxièmement, on voit Microsoft. Microsoft commence, d'accord? Et puis, bien évidemment, il va y avoir un phénomène de panique. C'est-à-dire que si Apple se retourne et que si ça va être un bain de sang, c'est déjà un bain de sang. Hein. Encore une fois, c'est pas joli ce qui se passe sur la bourse. Des valeurs comme Robinhood, comme voilà Zoom, comme Netflix. Sont des valeurs qui ont déjà beaucoup perdu. Donc, c'est déjà un bain de sang. Mais si Apple baisse, si les taux d'intérêt augmentent fortement, si l'inflation grimpe, ça risque d'être encore plus catastrophique. Donc, encore une fois, je rappelle mon appel à la vigilance, mon appel à véritablement, voilà, vous former, savoir où vous mettez les pieds, parce que je vais vraiment conclure avec ça. Ça, c'est le graphique du Nasdaq. Nasdaq, il a fait un plus haut en mars 2000. D'accord. Ensuite, il a baissé, il est reparti à la hausse, il a rebaissé. Et puis, il a redépassé ses anciens points hauts, c'est-à-dire les points hauts qui avaient été donnés en mars 2000. Il a dépassé en 2017. Vous voyez ici, 2017. Donc, il a fallu attendre 17 ans pour récupérer ton argent si tu avais investi sur l'indice. Si tu avais investi sur, mais 90% des valeurs technologiques ont disparu. Ça explique un phénomène intéressant, c'est-à-dire que les gens qui ont investi sur une boîte comme Vivendi, d'accord, à l'époque, regardez en 2000, ils n'ont toujours pas récupéré leur fric. On va revenir dessus. Ils n'ont toujours pas récupéré leur fric. Les gens qui ont investi là, d'accord? Qui ont investi là, ça valait 58 à l'époque, d'accord? Mais bon, voilà, ça vaut 11,30. Ça veut dire que ces gens-là, d'accord, qui ont investi sur ces plus hauts, sont toujours perdants de 76%. Donc, on est dans une phase où beaucoup de patrimoines vont être détruits, vont être décimés, surtout les patrimoines qui sont mal investis, etc. Et on a des patrimoines qui vont se créer parce que, qui dit crise, malheureusement, et encore une fois, c'est pas, voilà, odieux ce que je dis, mais c'est la vérité. Qui dit crise dit à un certain moment opportunité, c'est-à-dire des possibilités d'achat à des niveaux inespérés parce que tout le monde va paniquer, etc. Donc, vraiment, prenez votre temps, formez-vous, etc. Moi, j'espère avoir fait mon job. Je n'ai pas réponse à tout, je suis pas omniscient, etc. Je fais mon truc, d'accord. J'espère, voilà, avoir aidé certains parmi vous. J'espère que mes conseils sont judicieux pour certains. J'espère que mes appels à la prudence, aujourd'hui, vous voyez un peu la matérialisation de ce que je vous expliquais en décembre et vous comprenez
comprenez pourquoi j'ai mis en garde, pourquoi même j'ai lancé un bootcamp sur les options alors que j'avais bossé en 2021 comme un dingue, et pourquoi j'ai bossé encore comme un dingue en janvier. Les TKLiens peuvent témoigner, hein. C'était un travail acharné, c'est quasiment 27 heures, 28 heures de cours, mais c'est du très très lourd. Mais je pense que vous comprenez pourquoi. Parce que je veux vraiment que mes étudiants, que ma communauté dispose des meilleurs outils pour affronter ce qui arrive. Et malheureusement, voilà, on peut pas l'empêcher, mais on peut nous protéger sur un plan financier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Il y a beaucoup de valeur ajoutée. N'oubliez pas de la liker, de la partager, de me dire ce que vous en pensez, de me dire en commentaire quels sont les thèmes que vous aimeriez que j'aborde. Merci encore une fois et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.